Bonsoir à toutes et à tous. Donc, conseil municipal du 31 mars 2022. Alors, je vais commencer en faisant l'appel. Donc, Lucie Boisdin. Donc, pouvoir à Franck Dadiès. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Présente. Didier Hanol. Présent. Thérèse Adou. Présente. Alain Dupuis. Pouvoir à Didier Hanol. Sylvie Delaunay. Présente. Maxime Sanchez. Présent. Karine Maineris-Bonfanti. Présente. Thierry Massotto. Présent. Marjorie Almendros. Présente. Louis Puig. Présent. Jocelyne Fréville. Présente. Mathieu Baille. Absent. Christelle Aracil, qui a donné pouvoir à Thérèse Adou. Éric Savine, pouvoir à Alexandre Moulin. Isabelle Dumec. Présente. Michel Bouscas. Présent. Roland Tubert, pouvoir à Denis Jobert. Philippe Beaufy, pouvoir à Salvador Bagnouls. Et Salvador Bagnouls. Voilà. Denis Jobert présent. Pardon. Excusez-moi, C'est pas grave. je suis passé de Roland Mais Tubert. déjà que je vois qu'on m'avait oublié, au dernier conseil municipal, j'avais eu le plaisir à envoyer une lettre à M. le maire pour lui dire que je ne pouvais pas assister à la réunion Oui. du mois de décembre. Et là, quand je vois que j'étais marqué absent, j'aurais aimé qu'on me marque absent. Excusez. Excusez. Pardon, ce sera corrigé. Non, c'est tout comme ça. Ce sera corrigé, M. Jobert. Absent excusé pour le 21 décembre. Voilà. Donc, secrétaire de séance pour changer Marjorie Almendros. Allez. Donc, concernant le compte rendu du conseil municipal du mardi 21 décembre 2021, est-ce que quelqu'un a des observations ou des remarques, hormis celles que vient de faire M. Joubert? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de remarques, pas de questions. Donc, je ne repasse pas tous les points. Hein. Nous avions différents points à l'ordre du jour avec une modification, une décision modificative au budget, pardon, une subvention pour l'école de l'oncle Jules pour une sortie à la neige. Voilà, la mise à disposition d'un agent contre rétribution pour l'espace de vie sociale. La mise en place du RIFSEP, on en reparlera tout à l'heure sur le budget, mais c'est un point important qui va être, dont on va reparler tout à l'heure forcément au moment du budget primitif. Voilà, et la convention avec le centre de gestion, et évidemment la demande de subvention pour la toiture de la salle de Granger, donc on venait de procéder à la fermeture administrative suite à la surprise concernant cette toiture. Voilà, c'était les points les plus importants. Il n'y a pas de questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vote contre? Quelqu'un qui s'abstient? Abstention de M. Joubert. Je vous remercie. Alors, avant de rentrer dans l'ordre du jour du conseil municipal, j'aimerais, comme l'ont fait toutes les communes et les collectivités locales, d'une part, que l'on apporte notre soutien par la pensée au peuple ukrainien, donc face à ce que l'on connaît de l'actualité, et dire que la municipalité met tout en place grâce aux habitants. Hein, pour l'accueil qui est effectué, on a aujourd'hui 13 Ukrainiens qui sont sur la commune. Et donc, évidemment, qu'on continue à faire un appel à la population qui pourrait accueillir du monde. Et je voudrais, sur un drame survécu récemment, que l'on observe une minute de silence en pensée aux morts du tragique incendie qui a eu lieu à Saint-Laurent-de-la-Salanque, donc en mémoire aux victimes et en soutien aux familles et aux élus locaux de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Je vous remercie. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour, comme je sais qu'il y a beaucoup d'administrés qui nous suivent sur Facebook ou qui verront ce conseil municipal a posteriori, je voudrais revenir sur 3 points. Le premier
point, ce sont les lotissements qui démarrent, l'urbanisation qui démarre route de Cannes-Ouest. Vous vous rappelez que cette urbanisation dans le PLU est prévue de longue date, bien avant que nous soyons élus, je dirais même de plusieurs mandats, hein, puisque ça date, c'est très ancien. Donc cette urbanisation, elle ne sort pas comme ça d'une volonté de notre équipe municipale. C'est quelque chose qui était prévu de longue date. Et effectivement, oui, le village s'agrandit, mais ce n'est pas aujourd'hui un choix de notre équipe. C'est quelque chose qui était prévu, qui paraît logique aussi pour que les enfants de Ponteilla puissent continuer à s'installer. Et c'est ce qui permettra, comme je l'ai expliqué dans un bulletin municipal et dans la presse, c'est ce qui permettra à terme d'avoir une liaison entre la route de Cannes-Ouest et la route du Soleil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les terrains nus ou les bâtiments que l'on a achetés ces derniers temps dans le village. Et je tiens à le dire, nous allons continuer cette démarche ambitieuse avec un projet du Ponteilla de demain. Et effectivement, ces terrains ou ces bâtiments sont achetés avec une perspective à moyen et à long terme de 5, 10, 15 ans de pouvoir aménager Ponteilla. On a besoin demain peut-être d'agrandir l'accueil de loisirs, peut-être de nouvelles salles associatives, peut-être d'une nouvelle médiathèque. Il faut se poser des questions sur l'avenir de Ponteilla et il faut savoir prévoir et imaginer ce que nous ferons demain. On en reparlera dans quelques minutes d'ailleurs avec le projet Bourg-Centre. Par contre, ces terrains-là, sauf la bâtisse Route du Soleil, tous les autres terrains ont été achetés et non préemptés, comme il se le dit sur les réseaux sociaux. Donc personne n'a été lésé. Donc j'aimerais qu'on arrête de raconter des bêtises. Et quand on ne sait pas, on vient au renseignement, comme certains l'ont fait sur d'autres dossiers. Je remercie les administrés qui prennent rendez-vous, qui viennent au renseignement plutôt que de raconter tout et n'importe quoi. Donc ces terrains, oui, effectivement, il y a eu des terrains achetés, il y a eu des bâtiments achetés, et nous allons continuer, comme je l'ai dit, dans cette perspective d'imaginer le Ponteilla de demain, et on va en reparler dans quelques minutes. Le troisième point, c'est le projet Place de la République. Là aussi, il se raconte tout et n'importe quoi, donc effectivement, moi je répète ce que j'ai dit à la presse. Un permis de construire a été déposé, qui respecte le PLU. La seule disposition du PLU qui est mise en cause par les pétitionnaires et par la personne qui m'a adressé un recours gracieux est une disposition du PLU qui concerne l'intégration du bâtiment dans le cadre dans lequel il se situe. Et cette interprétation-là, elle ne peut être faite que par le juge. Elle est très très difficile à jauger. Et donc, moi, je m'en suis tenu effectivement à ce que le PLU dit, après consultation de l'avocat de la commune, après consultation des services de l'État, le permis de construire est en règle et je remercie aussi les élus de l'opposition qui sont venus en consultation aussi sur ce dossier, à partir du moment où bon, ça commençait un peu à discuter dans le village, plutôt que de raconter n'importe quoi aussi. Merci d'être venu au renseignement. Donc ce permis de construire est en bonne et due forme, qu'il soit présenté par Paul, Pierre ou Jacques, il n'y a aucun passe-droit, et ça je le dis et je le redis. Et d'ailleurs, attention à ceux qui écrivent des choses qui pourraient être des propos calomnieux ou diffamatoires, puisque effectivement, je n'ai fait l'expérience par le passé, quand on écrit des choses, il faut faire attention et il faut s'assurer de ce qu'on écrit. Et aujourd'hui, il n'y a aucun passe-droit, ni pour un élu, ni pour l'enfant d'un élu. Donc attention aux écrits sur Facebook. Nous avons fait des copies d'écran, nous avons transmis à l'avocat, on se réserve le droit éventuellement de porter plainte à l'aboutissement de cette histoire. Et donc, il n'y a aucun passe-droit. Le permis de construire est légal. Le maire ne pouvait pas s'y opposer. Aujourd'hui, il y a un recours gracieux et il y a aujourd'hui des modificatifs apportés par la personne qui a déposé le permis de construire qui vont partir à l'instruction. Voilà aujourd'hui où en est le dossier et je voulais que ce soit clair, précis et que ce soit dit. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 points? Non? Donc nous allons entamer l'ordre du jour. Donc, premier point sur l'urbanisme. Donc le point numéro 1, c'est effectivement le dossier Bourg-Centre. Pardon, il y a un autre point avant. Je voyais M. Puntounet qui allait... je n'avais pas ouvert la feuille. Il y a comme toujours les informations au conseil municipal des décisions prises par le maire par délégation. Donc la plupart de ces décisions concernent évidemment le droit de préemption. Donc vous trouvez comme chaque fois la liste des bâtiments ou des terrains qui ont été vendus sur lesquels nous n'avons pas exercé le droit de préemption. Il y a également le choix du maître d'œuvre
pour la salle Ramon Saguardia à Niels. Il y a également, on en reparlera tout à l'heure dans le budget, l'ouverture d'une ligne de trésorerie, donc on en reparlera. Et il y a également la cession d'une concession, ça c'est un peu particulier, et la désignation de maître Bonnet dans le cadre d'une affaire spécifique dont nous avions parlé dans un conseil municipal précédent. Voilà. Donc ça c'est juste pour information, comme dans chaque conseil municipal. Point numéro 1, le diagnostic Bourg-Centre et l'adhésion à l'agence d'urbanisme catalane, l'ORCA. Donc, dans le cadre de sa compétence dans le domaine de l'aménagement et de l'égalité des territoires, la région Occitanie soutient les investissements publics locaux permettant de renforcer l'attractivité des territoires, et c'est le dossier qui est appelé Bourg-Centre. C'est les panneaux que vous voyez dans beaucoup de villages que vous traversez, pour ne pas dire dans tous les villages que vous traversez. Pour obtenir des soutiens financiers de la région Occitanie pour la réalisation de travaux d'investissement, il convient désormais de s'appuyer sur un diagnostic stratégique et partagé de la commune qui repose sur une analyse approfondie de ses fonctions de centralité vis-à-vis du territoire. Cette analyse reprend les orientations définies par les schémas existants, le SCOT, le PLU, le SRADET, etc. Et ce diagnostic doit permettre d'identifier les enjeux au renforcement de l'attractivité de la commune. Une fois les enjeux identifiés et clairement posés, il conviendra de définir le projet qui doit traduire la vision à moyen et long terme de la commune, ses fonctions de centralité dans les domaines de qualité de vie, de développement économique, de qualité des aménagements urbains et de l'habitat, de valorisation du patrimoine local, de qualité environnementale, de lien social, de mobilité, etc. Cette phase d'élaboration du projet s'appuie sur un cahier des charges défini par la région et ses partenaires pour un accompagnement pouvant faire l'objet d'un accompagnement financier. Ce projet se traduit également par un programme d'action opérationnelle pluriannuel. Il constituera le socle du contrat Bourg-Centre Occitanie, qui s'inscrira dans les prochaines politiques contractuelles 2022-2025. Je vous propose donc d'engager cette démarche et souhaite faire acte de candidature auprès de la région Occitanie pour une contractualisation Bourg-Centre. Et je vous propose de faire appel pour ce aux missions de l'agence d'urbanisme catalane, ORCA, pour la réalisation du diagnostic et l'accompagnement de la commune dans la contractualisation. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est l'ORCA. L'ORCA, c'est une association loi 1901 disposant de statuts constitués de techniciens experts dans le domaine de l'urbanisme et dont le fonctionnement est encadré par le Code de l'urbanisme. L'objet, c'est suivre les évolutions urbaines et développer l'observation territoriale. Participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification. Préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux. Contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement durable et la qualité paysagère et urbaine. Accompagner les coopérations transfrontalières. L'agence d'urbanisme catalane est agréée par l'État et a été créée dans un souci d'harmonisation des politiques urbaines et de cohérence des projets de ses membres. La structure accompagne les différentes collectivités et effectue l'observation de leur territoire, le suivi, la mise en œuvre des programmes d'études. Urbanisme et planification, habitat et logement, développement économique, génie urbain, paysage, environnement, loisirs, formation sanitaire et sociale. Je précise que l'agence organise la diffusion et la communication de l'ensemble de ses travaux auprès de ses membres. Les ressources de l'association se composent des cotisations des membres, des contributions complémentaires pour les études ou les missions, des subventions qu'elle peut solliciter et à titre accessoire des produits des études effectuées en dehors des cadres du programme. La cotisation est fixée en lien avec le poids de la population, 1 € par an et par habitant. Je propose donc au conseil municipal l'adhésion à l'ORCA. Alors, pour faire un résumé simple et rapide, et qui revient un peu sur mes propos introductifs, aujourd'hui, on ne peut pas, sauf sur 2 ou 3 thématiques spécifiques, demander de subventions à la région sans avoir contractualisé. C'est-à-dire que la région n'aide plus ce qu'on appelait avant les communes par saupoudrage. Je donne 2 000 € là pour un gymnase, 3 000 € là-bas pour un boulodrome, 4 000 € là pour une salle des fêtes. Aujourd'hui, la région veut que nous ayons un projet global avec une vision à moyen et long terme du Pontéia de demain, comme pour toutes les autres communes. Il faudra contractualiser, il faudra écrire ce contrat Bourg-Centre, être reconnu par la région, pour que, lorsque l'on ira chercher des subventions à la région pour une future salle des fêtes, de futurs hangars municipaux, etc., pouvoir inscrire ces dossiers dans le contrat Bourg-Centre et demander la subvention de la région. Donc, effectivement,
je reviens sur mes propos introductifs, ça veut dire qu'on va se pencher dans les mois à venir sur comment on voit Ponteilla demain, de quoi Ponteilla a besoin. Je dis n'importe quoi, un nouveau centre de loisirs, une médiathèque, une salle polyvalente, de nouveaux hangars municipaux. Et à ce moment-là, on va se poser, on va dire où est-ce qu'on les veut. Et pour ce faire, est-ce qu'il faut des terrains? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'il faut des bâtiments? Est-ce que ça, on le gardera? Est-ce qu'on se débarrassera de ça? Est-ce que ça, on le modifiera? Et c'est ce projet-là qu'on doit construire pour aboutir avec l'agence Lorca à un programme pluriannuel et dire voilà le Ponteilla qu'on voit demain, 5, 10, 15 ans. Avec la façon dont on voit les choses et dont on les imagine, on fait ce projet, on contractualise le contrat Bourg-Centre et après, on pourra aller demander des subventions au coup par coup, année par année, en disant, ben là, ces 2 années-là, on veut réhabiliter le square Guimalet. Ces 2 années-là, on veut réhabiliter telle chose à Niels. Ces 2 années-là, on veut faire ça. Voilà. Et ainsi, de suite, on pourra avancer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Bourg-Centre ou sur Lorca? Les deux étant liés. Non? Donc vous allez faire une enquête auprès des gens pour savoir ce qu'ils veulent. C'est pas réellement ça. Non, c'est quand même intéressant de savoir ce que la population réclame. Ben, la population, ce qu'elle réclame, Denis, on le sait, puisque nous avions fait une enquête préélectorale avec des questionnaires auxquels nous avons eu bon nombre de réponses qui nous ont permis de construire notre programme, et c'est ce sur quoi on se base pour le projet Bourg-Centre. C'est pour ça que je viens de parler des hangars municipaux, de la salle polyvalente, puisque c'était des choses qui étaient ressorties à la suite de cette enquête. Qui avaient été déjà étudiées. Ou qui avaient déjà été étudiées. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas pensé à certaines choses avant nous. Hein. Voilà. On n'invente pas tout. Hein. Non, mais effectivement, on se base déjà sur ce questionnaire. D'autres idées peuvent émerger, effectivement. Après, l'idée, c'est effectivement de réfléchir au Ponteilla de demain, en termes d'aménagement, en termes de structure, pour la qualité de vie et pour le bien-être des habitants. Voilà. Effectivement, les structures publiques, structures sportives, les salles, les écoles, accueil de loisirs, etc. Tout en imaginant aussi ce que l'urbanisation nouvelle va nous apporter, aussi en nombre de personnes, en nombre d'enfants, sachant aussi, on en a parlé dans les conseils municipaux précédents, que les PUP, avec la participation des aménageurs, vont nous amener également un financement sur certaines lignes, et ce n'est pas pour rien que j'en ai cité certaines, puisque dans les PUP, on a les hangars municipaux et la salle polyvalente, qui font partie des lignes sur lesquelles on doit s'engager dans les années à venir. D'autres questions? Non? Sur Lorca, tout le monde a compris le fonctionnement de l'agence d'urbanisme catalane. Donc, sur la souscription au contrat Bourg-Centre et donc la contractualisation du contrat Bourg-Centre, la réalisation du diagnostic et l'adhésion, je cherchais le mot, à l'agence de Lorca. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est la vente par adjudication amiable des parcelles communales, numéro 256, 324, 278 et 277, situées à la Fond-d'Elsortz. Donc, la commune est propriétaire de 4 terrains constructibles, urbanisables dans le PLU, situés sur la zone de la Fond-d'Elsortz. Vu la disposition de ces terrains, qui ont pour vocation exclusive une zone d'habitat résidentiel, ils ne présentent plus d'intérêt pour un projet ou un équipement à vocation communale. Je propose donc de fixer une procédure pour la mise en vente de ces terrains, au mieux offrant, qui prendra en compte la réalisation d'un lotissement selon des critères en cohérence avec l'urbanisme existant. Donc il y aura l'étude de la proposition financière, mais il y aura aussi l'étude du projet. Conformément au PLU, il est proposé d'orienter la zone pour la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble avec des villas individuelles. Il conviendra de prendre en compte la réalisation de logements sociaux, forcément, pour 25%, avec une mise en valeur des accès et du casote. C'est-à-dire qu'on est propriétaire d'un casote qu'on souhaite garder à l'entrée, mais le mettre en valeur avec la possibilité d'avoir un accès à ce niveau-là. Une rigueur et une vigilance particulière sera exigée concernant l'évacuation des eaux pluviales. Les candidats à l'acquisition déposeront leurs offres avec une esquisse du projet envisagé incluant le maximum de garanties concernant la maîtrise foncière sur la zone. Les offres et le cas échéant le rapport d'analyse des offres seront examinés par une commission communale. La mise à prix sera fixée au minimum des évaluations faites par le service des domaines. Le lancement de l'adjudication amiable sera fait par une publication sur le site de la mairie. Les critères fixés pour la sélection du candidat sont les suivants. Prix 60%, qualité du projet 40%. Le conseil municipal sera informé du résultat de cette mise en vente et délibérera sur l'attribution de l'offre au regard de l'avis de la commission. Voilà. Donc, en clair, nous avons ces 4 terrains
tout le monde sait où il se trouve, la Fondelzor, c'est route de Canouès sur la droite, qui vont être mises en vente, donc en proposition à des aménageurs. Donc on attendra les offres des aménageurs, on fera une commission, et ensuite, donc, ça pourra faire un petit projet sympathique avec quelques logements sociaux aussi, et il y a encore de l'attente sur les logements sociaux. Je reçois régulièrement des gens qui attendent des logements, et en particulier des T2. Une question. Oui. Ce terrain, c'est des terrains qui appartiennent à la commune. À un moment donné, j'avais cru entendre qu'il pouvait y avoir un projet de lotissement communal. Tout à fait. Finalement, c'est plus ou moins abandonné. Alors, c'est carrément la vente. Alors, là, on s'est posé la question. Oui, oui. Non, mais on s'est posé la question. L'accessibilité, oui. Finalement. Oui. Alors, on s'est posé la question, et il y a deux choses qui nous ont fait faire un choix différent, je dirais, du lotissement communal. Un, c'est qu'on n'a pas forcément l'ingénierie, l'expertise et les agents nécessaires à la mise en place d'un lotissement communal et à sa commercialisation. C'était un peu compliqué. Et la deuxième chose, c'est l'aspect financier. Un lotissement communal, nous allions devoir engager des dépenses avant d'avoir des recettes. Or, vous le verrez tout à l'heure, on est encore dans une situation fragile, surtout en termes de trésorerie. Et du coup, l'inverse est plus intéressant, c'est-à-dire que là, nous allons rentrer de l'argent en investissement sans en dépenser. Et ce qui nous permettra d'accompagner d'autres projets. Voilà. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, convention de portage par le PFL pour l'acquisition d'un bien sur la parcelle AA 150 rue du Chêne. On va encore dire, le maire est fou, il achète tout. Donc, ce point-là, j'informe l'Assemblée que dans un souci de... Non, c'est vrai, quand c'est par le biais de l'EPFL, c'est pas une acquisition immédiate, c'est un portage. Oui, tout à fait. En aparté, moi, quand on était aux affaires, j'étais particulièrement gêné d'avoir énormément de petits bâtiments à droite et à gauche avec des compteurs, des trucs comme ça. Et ça, alors, je ne vais pas te dévoiler ma vision du Pontéa de demain qu'on va présenter dans le contrat Bourg-Centre, mais effectivement, l'équipe majoritaire peut dire que, à moyen ou à long terme, je souhaite qu'on évite d'avoir des petits bâtiments dispersés, à la fois parce que ces bâtiments ils vieillissent, ils sont vétustes, il y a des difficultés d'entretien, c'est des frais, il y a les problèmes de rénovation énergétique, de chaleur, il y aura dans quelques années les problèmes d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. De voisinage. Oui, de voisinage. L'histoire des écoles, des trucs, des computers, et des frais supplémentaires pour un financier, c'est énorme. Donc effectivement, dans notre vision du Pontéa de demain, il y a quelque part des aménagements différents, une vision différente. Bien sûr, ça ne sera pas fait demain, mais il faudra du temps, mais qui nous amène à plutôt avoir des salles plus importantes et plutôt à l'extérieur du village. Et c'est pour ça que je dis, quand on fait l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment, il n'y a pas un objectif précis. Ça peut être l'utilisation en salle communale demain, ça peut être un T2 confié à un office dans 10 ans, ça peut être un parking demain, ça peut être revendu ou confié à l'office dans 10 ans, si entre-temps on a des déplacements d'activités. Prenons l'exemple de l'accueil de loisirs qui est aujourd'hui à un endroit qui va nécessiter du stationnement et des allers-retours de parents. Peut-être que dans 5 ans, l'accueil de loisirs ne sera pas au même endroit et peut-être qu'un parking qu'on aura aménagé à côté de cet accueil de loisirs redeviendra autre chose à ce moment-là. Voilà, les choses ne sont pas figées. L'important, c'est d'imaginer, je le dis et je le redis, un projet global. On a un problème de son. On n'entend pas M. Jobert. On a un projet global et donc, effectivement, aujourd'hui, l'acquisition de certains bâtiments ou de certains terrains ont un objectif. Ils n'auront peut-être pas le même dans 5 ans ou dans 10 ans. Et ça peut être aussi revendu. On l'a vu. Vous avez revendu un bâtiment qui avait été acheté face au foyer rural. Il y avait un projet, il y avait un objectif. Vous l'avez vu différemment, vous l'avez revendu. Donc après, chacun a des idées différentes et les choses peuvent évoluer dans le temps. Donc le point numéro 3, c'est la parcelle AA 150, rue du Chêne. Donc, comme on l'a fait précédemment, et vous le disiez, M. Joubert,
passer par le portage et par le PFL, c'est faire une acquisition. On n'est pas de suite propriétaire des lieux, mais effectivement, on émet une réserve foncière et on se dit, qu'est-ce que la commune va pouvoir faire là? Effectivement, un terrain nu au cœur du village, il ne faut pas le laisser passer. Après, on maîtrise, vous le verrez tout à l'heure, on maîtrise quand même les finances, on suit ça de près, on ne fait pas n'importe quoi, et on sait quelles sont les annuités qui arrivent derrière, et on imagine tout ça avec toutes les entrées d'argent qu'on a citées tout à l'heure, les pubs qui vont venir nous aider, mais aussi la vente des terrains qu'on vient de citer par adjudication. Donc, n'ayez crainte, là je m'adresse aux citoyens, les acquisitions sont faites et la gestion est faite, comme on pourrait dire, en bon père de famille. Voilà, et à bon escient. Donc, dans un souci de redynamisation et d'embellissement du cœur de ville, je propose donc l'acquisition, de constituer une réserve foncière afin de réaliser des aménagements visant à améliorer l'accessibilité, la sécurité et la qualité de vie des habitants au niveau de ce quartier de la rue du Chêne, du terrain situé parcelle AA 150 d'une surface de 116 mètres carrés d'une valeur de 50 000 €. Donc, considérant que le PFL, la vocation de l'EPFL est de réaliser le portage financier avec en contrepartie un remboursement annuel augmenté des frais de mutation, charges et frais de portage, ces derniers s'élevant à 0,5% par an du montant des frais d'acquisition. La commune s'engage à ne pas faire usage du bien sans y avoir été autorisée au préalable par le PFL. La commune s'engagera à faire face aux conséquences financières entraînées par le portage. Donc, les frais de portage annuels sont évalués à environ 1 900 € par an. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette acquisition par portage par le PFL? Non? Pas d'autres questions? Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4. Je vais passer la parole en l'absence de M. Dupuis à Didier Hanol pour l'avenant au marché de travaux de réhabilitation de l'espace des Templiers à Nice. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commission d'appel d'offres du 17 janvier 2022 a donné un avis favorable à l'attribution des lots numéro 1 et 8 infructueux et à 2 avenants aux lots numéro 3 et 4 relatifs aux travaux supplémentaires qui ont été nécessaires sur le chantier de rénovation de l'espace des Templiers. Le conseil municipal attribue l'ensemble des lots du marché, sauf le numéro 1 Gros œuvre et le numéro 8 Gros œuvre maçonnerie, et le numéro 8 Gouttière. La commission d'appel d'offres avait jugé les offres présentées pour ces lots anormalement élevées. Une consultation simplifiée a été relancée pour ces lots infructueux. Donc ces lots Gros œuvre ont été relancés et le Gros œuvre a été attribué à la société Isoconcept pour la maçonnerie pour 22 838,40 € et les Gouttières du Sud pour 2545,40 €. 2 avenants au total de 1653,60 € et de 327,60 € sont actés sur le lot numéro 3 pour l'isolation. Il s'agit de suppléments pour des plaintes et la mise en place d'un doublage placostyle nécessaire à la sécurité. Et un autre avenant de 1279,20 € concernant le lot numéro 4 plomberie concerne la pose d'un lavabo avec une connexion d'eau chaude. Pour information, le coût final de l'opération de rénovation de l'espace des Templiers s'élève à ce jour à 173 759 € avec l'obtention de 131 426 € de subvention, dont 32 486 du département et 38 569 de l'État. 98 000. Pardon, 98 569. Voilà. Est-ce que vous avez Une petite question. J'y passe là, j'ai vu que la façade était magnifique. Hein. J'ai vu la photo d'ailleurs sur l'indépendant. Et la façade extérieure côté route n'est pas faite. C'est juste la question. Hein. Alors, bon, peut-être que ça serait trop criant. Non, il y a une raison, c'est juste. ça va être fait, c'est parce qu'on attend l'autorisation d'Enedis. Parce qu'il voilà, y a les câbles qui courent, donc il faut qu'il fasse. Et quand ça sera fait, il y aura la. Voilà. C'est un petit retard dû à Enedis. Mais ça sera fait. Et c'est inclus dans le prix. Oui, sûr. C'est inclus. Je sais que j'étais à la commission d'offres. Je suis à la commission d'offres. Donc l'espace des Templiers, donc effectivement, a été rénové dans son ensemble. Donc intérieur, extérieur, la façade, les éclairages. Il va y avoir un
un aménagement au sol, et il va y avoir une sécurisation de l'accès à l'église templière Sainte-Marie de Nils, avec la mise en place d'un portail, le rehaussement du côté de l'abside pour qu'on ne puisse plus accéder sous le toit pour éviter les dangers au moment des activités, des festivités ou des locations de particuliers. Voilà. Donc ce sera terminé dans quelques jours. Les habitants de Nils pourront aller voter au bureau de vote à Nils et très rapidement avant l'été, nous ferons une inauguration avec d'ailleurs également sur place l'inauguration d'une tour à hirondelle, voilà, qui se trouvera dans l'espace des Templiers. Une des deux sera placée dans l'espace des Templiers. Voilà, et on parlera de l'autre tout à l'heure. Alors sur ce point, numéro 4, est-ce qu'il y a des questions? Autres questions? Des abstentions? Des contre? Je vous remercie. Le point numéro 5, la création d'un self au restaurant scolaire de l'école élémentaire de l'oncle Jules. Monsieur Moulin. Merci, monsieur le maire. Donc, le restaurant scolaire est un lieu social privilégié pour sensibiliser les enfants aux enjeux de l'alimentation et ainsi contribuer à l'éducation alimentaire. Monsieur le maire informera l'Assemblée des travaux engagés au restaurant scolaire de l'école de l'oncle Jules dans le cadre du plan de France Relance. Le montant des travaux engagés s'élève à 16 705,20 € hors taxe, avec l'installation d'un self, table de tri pour débarrassage, bain-marie à air sur les tubes, cuves réfrigérées, etc. Le montant de la subvention de l'État attribuée est de 13 438,74 € hors taxe. Un système de laverie vaisselle a été également mis en place pour un montant de 4 700 € hors taxe, pris en charge intégralement par le CIM Perpignan Méditerranée. La laverie a été changée pour le fait que quand on passe en self, pour pouvoir laver les plateaux, on avait une laverie qui était à capot sur ouverture frontale. Il nous fallait une laverie avec le capot à ouverture verticale. Et monsieur Moulin, vous pouvez rajouter que le self a été inauguré aujourd'hui. Exactement, j'allais le dire, monsieur le maire. Donc c'est une bonne opération financière. Inauguré en présence du président du CIM. Plus que financière, c'est une opération qui est très intéressante pour les enfants, parce qu'elle les éduque à vider leur assiette, à nettoyer leur assiette et à trier. Dans le tri, ouais. Et en plus de ça, le restaurant est beaucoup moins bruyant. Et les gosses passent davantage de temps à la table, choisissent ce qu'ils veulent, ils sont charmés. Et il y en a qui s'attardent, il y en a qui partent de suite dès qu'ils ont fini. L'ambiance est bien meilleure. Ça ne fait plus cantine, ça fait restaurant scolaire. Voilà. En tout cas, les enfants sont ravis et les agents municipaux aussi. Donc, un bel investissement et ça les habitue avant le passage au collège. Et ce qui est marrant, c'est de voir un petit CP avec son grand plateau. On les éduque pas à la maison, donc l'école. Heureusement, ça c'est des trucs que ça devrait sortir de la maison. Le tri. Et oui, voilà. C'est tout. Donc, sur le point numéro 5, Oui, il y a moins de gaspillage de pain et l'eau est récupérée. En plus, ça permet d'arroser les Et là, on va faire qu'il y a dehors. il y a une mise en place qui va être faite, c'est un peu peut-être barbare la chose, mais c'est que les enfants vont se peser. Après chaque repas, Non, ils vont peser les déchets. Et un tableau. Ils vont se peser avec le plateau. ils vont se peser avant et après avec le plateau. Comme on faisait avant avec le camion, avec les tomates voilà. Et il va y avoir un tableau qui va être fait et il pourra faire un comparatif avec les déchets qui sont mis en proie et combien de gaspillage alimentaire. et en même Il y aura des déchets, par exemple. en même temps, ils feront des mathématiques et ça leur fera pas de mal. Voilà, exactement. Donc, sur ce point numéro 5, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? Je vous remercie. Le point numéro 6, comme chaque année, demande de plan à la pépinière départementale, Madame Casteil. Je vais baisser le masque pour être mieux entendu peut-être. Donc comme chaque année, dans le cadre de la politique de soutien aux communes du département en matière d'embellissement des espaces verts publics et
d'amélioration du cadre de vie, la pépinière départementale met gratuitement à la disposition des communes un certain nombre d'essences arbustives et arboriques. Comme les années précédentes, il est procédé... Attends 2 secondes, parce que les volets vont faire du bruit. On interrompt 2 secondes, on baisse les volets. Voilà. Excuse-moi, Marie-Hélène, le bruit allait perturber peut-être. Comme les années précédentes, il est procédé d'orienter le choix des végétaux pour augmenter le volume des plantes dans les espaces verts du village et de procéder au remplacement des manquants. Une délibération de l'Assemblée municipale est nécessaire dans la formulation officielle de la demande pour 2022, étant précisé que pour éviter toute concurrence avec les pépinières privées, les besoins communaux sont strictement limités à l'embellissement des espaces publics. Le conseil municipal décidera de solliciter Madame la Présidente du département dans le cadre d'une campagne d'embellissement des espaces verts publics et d'amélioration du cadre de vie, une dotation en plants, essences arbustives et arborées la plus élevée possible. Le quantitatif sera établi en fonction des besoins fixés par le service municipal des espaces verts. Et on précise que toutes ces essences arbustives et arborées sont le moins gourmandes en eau, enfin ce sont des essences méditerranéennes, le plus gourmandes en eau et très adaptées au climat actuel. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un est contre? Je vous remercie. Le point numéro 7, le déploiement de la vidéoprotection sur la commune, demande de subvention. Monsieur Moulin. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la vidéoprotection a pour objectifs principaux d'assurer d'une part la protection des bâtiments et installations publiques et d'autre part de la prévention de la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol. Donc, pour rappel, nous ne surveillons pas, nous protégeons la population. Excusez-moi. Il sera présenté au conseil municipal un projet de déploiement de la vidéoprotection sur Pontéa et Nils, incluant 9 sites au total. Monsieur le maire rappelle que ce projet peut être subventionné sur le montant hors taxe des travaux dans la limite d'un plafond de subvention par le Fonds d'indemnisation de la prévention de la délinquance. À ce titre, il entend solliciter l'avis de la commission préfectorale et une subvention d'un montant la plus élevé possible. Donc, il y aura, pour ce point de vidéoprotection, un projet de déploiement au niveau de la vidéoprotection sur 9 sites, avec des caméras lecture de plaques, sur des caméras sur des bâtiments communaux qui n'ont pas été encore mis en place, pour faire un maillage de la commune de Pontéa-Nils, qui sera, disons, dans sa totalité, puisque les caméras qu'on a à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les lectures de plaques, on va s'en servir aussi bien pour les forces de l'ordre dans le cadre d'une convention qu'on a avec l'État. Et les bâtiments communaux, comme le stade, par exemple, ils n'étaient pas sous surveillance, et les écoles, la mairie, et Nils. Donc Nils, qui était très demandé par les habitants de Nils, donc on aura division sur Nils, et tout sera centralisé au poste de police municipale. Et on se rend compte que la vidéoprotection est importante, bien sûr, pour nous, pour nos administrés, pour les faits de délinquance, les dépôts d'ordures sauvages, mais aussi les cambriolages. Et on peut avoir, comme ça arrive aux communes voisines, quand il y a des lectures de plaques, c'est des fois les forces de l'ordre qui viennent nous demander si tel ou tel véhicule a traversé le village. Voilà, donc c'est vrai que c'est important. Par contre, Alexandre, dis-moi si je dis des bêtises, c'est en plusieurs phases. Je ne dis pas des bêtises. Voilà, c'est en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'on ne va pas, si on obtient la subvention et l'avis de la commission préfectorale, on ne va pas équiper d'un seul coup 9 sites sur Pontéa et Nils. Ça sera fait en plusieurs phases, mais effectivement, petit à petit, on va faire en sorte de... D'aller chercher les subventions déjà, voilà, et de sécuriser les différents sites. Voilà. C'est un coup quand même. C'est pas mal. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc c'est le système de ces futures 9 caméras
sera relayé au système. Non, alors, c'est pas 9 caméras, c'est 9 sites. Ah, pardon, autant pour moi. Parce que sur un site, il peut y avoir 3 caméras, voire 4, voire 5. Ok. C'est 9 sites. Donc les sites qui seront reliés à ceux qui existent, Non. Alors, les sites seront reliés entre eux sur l'église de Pontéa, avec un, comment on appelle ça, un relais, et tout ça centralisé à la police municipale. C'est-à-dire que même Nix, on a fait une étude sur Nix, la caméra sera sur à peu près où il y a l'abri de bus, là. Donc il y aura une caméra qui prendra une lecture de plaque, ceux qui viennent de Poyas et Canoës, et une caméra d'ambiance qu'on appelle, qui prendra un petit peu ce qui se passe vers le monument aux morts, les poubelles, etc. Et il y aura un relais sur le toit de la Bressole, voilà, qui enverra, parce qu'il va savoir que c'est le seul endroit, le toit de la Bressole, où on voit le clocher de Pontéa. C'était des signaux de fumée, ce que vous à partir de là. Donc, il y aura un relais sur le toit de la Bressole, qui enverra. Donc, du poste de police de Pontéa, on pourra regarder les caméras de Nice. Voilà. Puis l'important aussi, c'est qu'on se met en conformité avec la préfecture. Oui, aussi. Faut le dire. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous allons passer au compte administratif. Je vais donc quitter la salle. Vous avez les documents de synthèse et je vais laisser M. Hanol vous présenter ça et pensez à me rappeler quand vous avez fini. Problème de son. Je vais le remettre vers le micro. Ouais, avance-le un peu plus comme ça. On investira un peu plus tard. Le budget primitif voté le 14 avril 2021 dans le contexte de la pandémie Covid-19 avait pour objectif une gestion des incertitudes liées au coût de gestion de la situation, les protocoles sanitaires, le coût des masques, les activités du centre de loisirs, et d'éviter donc une augmentation d'impôts suite à une situation financière de la commune tendue. Les efforts pour baisser les dépenses de fonctionnement permettent de fixer en 2021 le niveau des charges générales, le chapitre 011, à 550 397 €, soit une baisse de 15% par rapport à 2020. La situation reste exceptionnelle par le fait que la commune n'a pas engagé les animations habituelles du fait de la situation sanitaire. L'optimisation des partenariats et l'encaissement des recettes permet d'augmenter de 40 000 € les remboursements du personnel, entre autres avec la convention de mise à disposition à l'UPIA de la police municipale, et le remboursement de PMM sur les actions concernant la gestion des déchets. Comme toutes les collectivités territoriales, il n'y a pas eu d'indemnisation particulière de l'État en 2021 concernant les surcoûts de la masse salariale pour appliquer les protocoles sanitaires liés à la pandémie. L'évolution de carrière des agents a été respectée conformément au statut de la fonction publique, avec un coût réel de la masse salariale stabilisé entre 2020 et 2021. Pour mémoire, en 2020, on était à 1 335 700 € et en 2021, 1 376 240. Il y a eu des rémunérations de personnel et donc un coût de la masse salariale en 2020 à 1 151 683 et en 2021 à 1 152 705. Cette maîtrise liée aux efforts entrepris sur 2020 concerne l'arrêt des astreintes de services techniques, le non-remplacement des départs en retraite, entre autres pour un agent de maîtrise principale, un adjoint administratif principal deuxième classe et un adjoint administratif au 15-35e, et la maîtrise des heures complémentaires et supplémentaires des agents municipaux. La commune a encaissé auprès de la communauté urbaine une participation aux frais de personnel concernant la compétence déchets et ordures ménagères d'environ 35 000 €, ce qui a constitué une recette supplémentaire en section de fonctionnement pour la deuxième année consécutive.
Hormis les fonds prévus pour les écoles, les subventions aux associations ont été versées pour un montant total de 19 950 €. Le centre communal d'action sociale, très impacté par la crise du Covid, a bénéficié d'une subvention de 20 000 € permettant le suivi des instructions des logements sociaux et des actions sociales menées sur la commune. La subvention au CCAS en 2021 est en hausse de 5 000 € par rapport à 2020. Le montant des intérêts de la dette en 2021 s'élève à 60 580 €, incluant 152 € d'intérêts de ligne de trésorerie, au lieu des 1 671 € alloués en 2020. Les lignes de trésorerie auprès de la Caisse d'épargne du Crédit Agricole avaient pu être remboursées à la fin de l'exercice précédent. A noter qu'au niveau des recettes fiscales et des dotations de l'État, malgré la crise sanitaire inédite, une action économique en dents de scie, la commune a encaissé l'ensemble des produits inscrits au budget primitif. Les recettes des régies des services périscolaires sont en hausse de 9% par rapport à l'année 2020, ce qui avait été impacté plus fortement par une baisse liée à la fermeture de l'école et de l'accueil de loisirs pendant la période de confinement. Les principales dépenses d'investissement exécutées en 2021 sont détaillées ci-dessous. Donc la rénovation de la salle Saguarda de Nils pour 51 400 €, la mise en discrétion des réseaux de l'avenue Jonquière pour 22 187 €, la végétalisation du cœur de ville pour 16 000 €, l'acquisition d'une épareuse pour 15 528 €, les matériels et logiciels informatiques pour 12 200 €, les TBI et ENI de l'école primaire pour 11 988 €, le chauffage et la climatisation de la salle des mariages et du CCAS pour 8 043 €, les études d'élaboration des différents PUP pour 6 375 €, la ferronnerie du monument aux morts, 3 960 €, le matériel pour les services techniques, 3 000 €, les signalétiques diverses, 2 500 € et l'amphithéâtre des enfants au Bois Mirabet pour 1 000 €. L'année 2021 a permis de réaliser l'installation de la nouvelle médiathèque dans le bâtiment de la mairie, l'acquisition d'un brûleur à gaz pour un montant de 2 940 € pour les services techniques pour le désherbage du domaine public plus efficace et sans usage de pesticides. La programmation d'investissement de rénovation de l'espace des Templiers à Nils a permis de limiter le recours aux avenants à 3% du marché, donc c'est ce que j'avais détaillé tout à l'heure, à 3% du marché, d'obtenir un taux de subvention de l'État effectif de 80%. Le montant du capital de la dette remboursée s'élève à 200 409 €, en hausse de 5,5% par rapport à 2020. Après une pause des investissements en 2020, le montant des restes à réaliser engagés en dépenses d'investissement au 31/12, reporté en 2022, s'élève à 117 641 €. Il s'agit essentiellement de la suite des programmes en cours de réhabilitation de l'espace des Templiers, de la végétalisation et de la mise en esthétique des réseaux de l'avenue Jonquière. Suite à la reprise d'activité en 2021, les travaux en régie des services techniques sont en hausse de 15%, pour un montant de 39 643 €. Donc les services techniques ont exécuté le ravalement de la façade du cimetière pour 9 907 €, la mise en sécurité de la voirie et des habitations de l'avenue Sainte-Galdric pour 7 512 €, la réfection de la cour du bâtiment de l'accueil périscolaire, péri et extrascolaire pour 2 501 €, la réfection de l'accès à l'école La Bressola de Nils pour 5 991 €, la création d'une bibliothèque de rue boîte à lire à 2 058 €, la construction d'une hotte sur le barbecue de l'aire de jeu de Nils pour 3 184 € et l'aménagement des placards du restaurant scolaire de l'école Oncle Jules pour 2 481 €. En termes de recettes d'investissement, l'année 2021 a permis d'encaisser 67 350 € de subventions sur les 246 924 inscrites au budget, ainsi qu'une recette de 200 093 € relative au fonds de compensation de la TVA sur les travaux d'investissement réalisés en 2019. Il reste à exécuter sur l'exercice 2022 183 605 € de subventions, dont les principales concernent le solde dû par l'État, des travaux de réhabilitation de l'école Oncle Jules,
est encore en cours d'ailleurs, la réhabilitation de l'espace des Templiers à Nils, la végétalisation du village et l'acquisition des outils numériques pour les écoles. Donc le résultat de fonctionnement de la commune se clôture au 31/12 à plus 456 076,35 €. Pour mémoire, en 2020, il était à 266 620,09 €. Donc, on reprend les chiffres. Oui. Le résultat de fonctionnement, moi j'ai dépenses de fonctionnement de 2 313 000. Oui. Et en recette, c'est quoi? En recette, 2 503 000. 2 300 000 moins 2 500 000, ça fait 2. 2 503 000 moins 2 313 000, ça fait plus 189. Plus 189. Vous avez le détail juste sur le... C'est bon. Ouais, Plus l'aéroport, ça fait... Ouais, je les découvre les chiffres. Oui, non mais... Plus sur le... Donc, les recettes de fonctionnement à 2 503 051. J'ai l'impression qu'on disait quelque chose. Non, il y a... Ah, ok. Les dépenses de fonctionnement à 2 313 595. Donc, ça fait un résultat d'exercice à 189 556,26. L'excédent de fonctionnement antérieur à 266 620,09, qui donne un résultat global de fonctionnement de 456 076,35. En section d'investissement, les recettes d'investissement sont à 334 314,28, les dépenses d'investissement à 417 455,10, ce qui fait un résultat d'exercice négatif à 83 140,82, et donc avec le solde, en additionnant le solde d'investissement antérieur qui était négatif aussi à 23 425,26, on a un résultat global de l'investissement à moins 106 566,08. Et donc ce qui nous fait un résultat global de clôture à 349 510,27 €. Les restes à réaliser en dépenses sont à 117 641,27. Les restes à réaliser en recettes à plus 183 605. Et le solde des restes à réaliser se conclut donc à 65 964,22 €. Après avoir entendu les présentations, explications, donc est-ce que vous avez des questions? Ouais, je regardais juste rapidement. Ben, il était prévu, je suis un peu surpris, eau et assainissement, il était prévu 30 000 €, il s'est passé à 57 000 €. Il y a une fuite pour... Non, il y avait des dettes à payer. Non, alors sur l'eau, ouais, c'était le reliquat de 2020, enfin le reliquat des années précédentes qui n'avait pas été réglé. pas été payé. Donc c'est pour ça qu'on a mis... De 2019. Oui. Depuis 2019, ouais. Depuis 2019 2019, en 2020, ça a continué, on l'avait encore, et ça a été réglé, il y a eu le rappel, et donc on a été obligé de le régler au bout d'un moment, parce que sinon on n'en sortait pas, quoi. Voilà. Les chiffres, ils sont là. Oui. Finalement, dire exactement la situation. Bon, je suis quand même assez surpris que ce soit en 2021 qu'on règle des trucs de 2019. Ben, c'est qu'on n'avait pas trop les moyens avant. Ah, mais moi j'ai été énormément surpris quand on a présenté les comptes en conseil municipal du mois de juillet 2020 après votre élection, où on a présenté les comptes de telle façon qu'on ne tenait pas compte des subventions et du FCTVA. Non, mais attendez, Oui, il ne faut pas raconter n'importe Je quoi. raconte pas Et n'importe quoi. quand on a présenté le compte, il y avait le trésorier payant général qui était là pour appeler notre attention sur les difficultés énormes qu'on raconte à la commune, parce que pendant l'année 2019, vous n'avez rien payé. Alors, ne t'étonne pas que l'eau ne soit pas sur la feuille, il marque bien qu'à un moment donné, son analyse financière ne tenait pas compte des subventions et du FCTVA. Ça, c'est bien noté. Oui, mais ça n'empêchait pas la dette qu'il y avait auprès de la sorte, de toute façon. Et ça n'empêchait pas, monsieur le préfet, de nous convoquer et de nous dire que si on ne voulait pas augmenter les impôts, il ne fallait rien faire pendant 3 ans. Il fallait s'abstenir de toute grande réalisation pendant 3 ans, parce que les comptes étaient catastrophiques et que normalement, ils devaient nous mettre sous tutelle. C'est tout. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est parce que les investissements avaient été trop élevés. Et c'est vrai, les investissements avaient été énormes. Et qu'on avait eu la surprise de l'école. Ils n'avaient pas été planifiés, c'est surtout ça le problème. Ils auraient été anticipés et planifiés pluriannuellement. C'est peut-être pas de mauvaise gestion. Quand on fait quand même
quand on fait des travaux conséquents, quand on rénove des anciens bâtiments, on peut avoir des surprises. Et je crois que je l'ai dit que pour l'école, il y avait 200 000. Oui, parce qu'il y avait Il y a quand même aussi une gestion de la trésorerie défaillante. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Parce que les subventions ne sont encaissées qu'au moment du paiement. Et je sais. Après le paiement, c'est là le souci. Oui, mais souvent, c'est quand même intéressant de faire des choses en sachant que ça va quand même rentrer, plutôt que de rien faire en attendant que ça rentre. Bah oui, mais ça a mis en difficulté la trésorerie, vous ne payez plus les fournisseurs habituels et traditionnels. Donc c'est un petit peu ennuyeux. On parlait du bien-être des élèves, la rénovation qui était faite à l'école, elle était indispensable et elle a dû se faire finalement pendant une période très courte, la période des grandes vacances. Bon, non, c'est qu'elle a été décidée au dernier moment. C'est un petit peu ça qui était un petit peu dommage. Ça aurait été plus prévu dans le temps, ça aurait été mieux accepté. Mais il fallait les faire d'un coup. Il fallait les faire, si vous voulez, dans les 4 mois. Bon, après, de toute façon, c'est passé. 2019 est fait. Je peux expliquer quand même 2019. Mon rôle, c'est quand même d'expliquer les choses. Tout quand même, maintenant, on a l'augmentation de l'eau liée à quand même une facture à 2019 qu'il fallait régulariser. Moi, je regarde les chiffres. Quand j'ai vu qu'il y avait 30 000 de prévus et que vous en payez 57, je pose la question. Oui, et la réponse, c'est qu'il fallait régulariser. Oui, et la réponse, c'est qu'il fallait régulariser une facture qui était antécédente. Je vais avoir les documents, je les parcours, vite fait. Mais je vois ça. Ah, mais vous faites bien de poser la question, il n'y a pas de problème. J'espère avoir apporté la réponse en tous les cas. Madou, une question, Madou? Je veux revenir sur l'école. Oui. Sur l'école, je m'en suis occupé pendant, ça a duré 3 mois. C'était un sacré chantier. Et au fur et à mesure qu'on faisait les travaux, il y avait des surprises. Mauvais architecte. Pardon? Mauvais architecte. Mauvais architecte, l'architecte, peut-être. Hein. Mais quand on commençait l'école, on ne pouvait pas faire classe par classe, et padas cum padas, comme souvent on a fait. Padas, je reprends en français, au petit coup, on bouge un peu ici et là. Il arrive un moment, que quand on doit faire les trucs, les écoles, ils étaient dans un sale état. Je ne dis pas, en 3 mois, c'est très difficile de faire un truc comme ça. Je l'ai vécu, j'en parle. Parce qu'ils se disent pas n'importe quoi, ici et là, ça se prépare. Quand vous cassez un mur, moi je ne suis pas maçon, hein, mais je prie pas comme ça, quand vous cassez quelque chose et que vous avez des surprises derrière, les architectes ils le savent, ça oui. C'est leur boulot. Oui. C'est leur boulot. Quand tu t'engages sur des millions sur une école, oui. L'architecte il doit te faire un projet et normalement il doit y avoir le minimum d'avenants. Or il y a eu des avenants dans tout bois. Quand finalement, c'est l'exemple, quand finalement on regarde un peu ce qui se passe, et qu'il y a monsieur il voit qu'il dit je vais avoir 2 places, il faudrait abattre le mur au milieu, mais je préférerais avoir un truc comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, il y a un architecte, il y a un bureau d'études, et vous direz, j'espère qu'une chose, c'est que vous tomberez toujours sur un bon architecte, un bon bureau d'études, et que ça serait l'idéal. Et bien là, moi je donne cet exemple, on a dit, on fait tomber le mur pour avoir une nouvelle pièce. Voilà. Et ça, mine de rien, vous faites tomber un mur, c'est simple à dire, mais il faut mettre une poutre porteuse, tout ça, et puis c'est des frais supplémentaires. Bon, enfin, merci. Surtout quand on travaille sur des vieilles bâtisses. Je reviens sur l'exemple qu'on achète des vieilles bâtisses jusqu'à présent et tout. Les normes ont changé. Tout a changé. Les normes changent, tout ça. On a acheté la salle à lit. Depuis qu'on a la salle à lit, s'il y avait une salle faite, les budgets, comme on disait tout à l'heure, il faut y aller poc à poc, et poc à poc, et poc à poc. Mais à la fin, les chiffres tombent, ils sont là. Elles sont plus aux normes, c'est pas nous qu'on les pose, c'est l'État, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas après, il faut arrêter chaque fois de dire sur les uns et sur les autres. Vous travaillez mieux que nous, j'espère que vous réussirez tout, sans qu'il y ait de problème, ici et là, et qu'il y ait toujours des sous à péter. Ah bah ça. Merci.
on essaye d'y faire attention. Le souci, ça a été, entre autres, bon, les avenants, ça, ok, il y a des avenants, mais aussi le décalage. On va toucher encore une subvention de l'école en cloju. Donc, mais voilà. Le problème, c'est que quand on investit, et il faut payer d'abord pour pouvoir toucher les subventions. Et là, comme ça a été prévu un petit peu dans l'urgence, voilà, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un déficit un petit peu beaucoup important et des factures de fournisseurs traditionnels après qui ne sont pas payées. Et donc, avec ce reliquat qu'il y a eu en 2020 de 213 000 euros de factures qui n'étaient pas réglées. Voilà. Maintenant, voilà, l'école, c'est fait. De toute façon, c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est fini. Comme chaque fois, on se rabat sur 2019, on peut quand même dire, puisqu'on s'y rabat, on peut quand même aller les restes à réaliser en 2019, je ne sais plus en mémoire, mais il y avait quand même des restes à réaliser importants. Oui, tout à fait. Et ces restes à réaliser, finalement, vous venez de le dire, il y avait aussi des subventions qui sont perçues peut-être. Voilà. Mais oui, mais c'est pas. C'est pour ça qu'il faut une planification des investissements et c'est important. Il faut un plan quinquennal pour le coup. M. Sagerolu était heureux que l'école soit rendue, était rendue comme elle a fait. Tout le monde est heureux que l'école. Ah bah oui, non, mais de toute façon, c'est. Le maman dans la feuille, ça va pouvoir payer. Voilà. Attendez, moi j'ai l'impression qu'un conseil, si un conseil, c'est d'écouter et de rien dire. Ah non, mais il n'y a pas de souci, on est là pour discuter, au contraire. Et finalement, c'est pas une confrontation d'idées, c'est chacun expose pour que ça aille mieux pour les deux parties. Mais tout à fait. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non. Voilà. Alors, nous allons voter le budget. Non, pas Non, le compte administratif 2021. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut rappeler, monsieur le maire. Je vous ai trouvé plus long que l'année dernière. Non. Parce que Badois, C'est parce que tu étais. Ah, c'est ça. C'est parce que tu étais tout seul. Ah, c'est parce que j'étais tout seul. C'est vrai que l'année dernière, j'étais sorti avec M. Tubert. Nous avions eu l'opportunité de discuter. Allez. Alors, on reprend l'ordre du jour, pardon. Le point 9. Le 9. Donc, le compte administratif a été voté. Ouais. Des abstentions. Je suis curieux, moi. Non. Allez, non. Alors, l'approbation du compte de gestion 2021. Toi ou moi? Oh, vas-y. Alors, donc, après avoir présenté le budget primitif, les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et les mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public de la trésorerie de Tuire, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de tous les soldes figurant sur le bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes, celui de tous les mandats de paiement en ordonnance, et qu'il a procédé à toutes les opérations qui ont été prescrites de passer dans ses écritures, statuant l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le conseil municipal doit constater que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public de la trésorerie de Tuire visé... Trésorerie de... Pardon. Non. 2021, c'est Tuire. Nous avons changé de trésorerie au 1er janvier. Pour information. Visé et certifié conforme par l'ordonnateur appelle à l'observation d'un petit écart sur le compte administratif de 0,26 centimes au niveau de la saisie du solde d'exécution d'investissement reporté de l'année N-1 sur le chapitre 001. Donc, soit on s'est dit qu'on y passait 4 ou 5 nuits et qu'on ne les trouverait pas, ces 0,26 centimes. Donc, on vous demande d'approuver le compte de gestion fait par le Trésor public avec cette petite différence de 26 centimes par rapport à notre compte administratif. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de question, hein, c'est le travail fait par le Trésor public. Donc, est-ce que quelqu'un est contre?
Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Hanol, l'affectation du résultat 2021. Alors donc, constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 456 076,35 €, il est décidé d'affecter le résultat de fonctionnement 2021 comme suit. Donc le résultat de l'exercice à plus 189 456,26. Le résultat antérieur reporté à plus 266 620,09. Ce qui donne donc le résultat à affecter de 456 076,35. On a un solde d'exécution de négatif de 106 566,08. Des restes à réaliser en investissement de 65 964,22 €, ce qui nous donne un besoin de financement de 40 601. Et donc une affectation en report de fonctionnement de 415 000 €, 474,49. Voilà, donc pour l'affectation du résultat. Des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Madame Lucie Boisdin, première adjointe qui vient d'arriver, récupère son droit de vote. Elle m'avait donné procuration. Bonsoir Lucie. Bonsoir à tous. Alors, le point numéro 11, le budget primitif 2022. Je laisse la parole à l'adjoint aux finances. Alors, le budget 2022 de la commune est directement impacté par l'évolution de la situation sanitaire pour une année de plus, avec la reprise économique en France liée à la sortie du confinement, l'impact de la guerre en Ukraine, le cours du pétrole qui ne cesse de grimper. Pour info, le cours du Brent est passé de 19 $ à 114 $ fin mars 2022. De plus, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement des fournisseurs, la pénurie de certaines matières premières entraîne en 2022 une hausse globale du coût du fonctionnement et des travaux d'investissement pour la commune. Le budget primitif prend en compte les incertitudes liées à cette situation par l'ouverture de crédits de 70 000 € au chapitre des dépenses imprévues pour faire face aux aléas. Le plan France Relance a soutenu la commune, notamment par un taux de subvention avec le département de 80% pour la rénovation de l'espace des Templiers à Denils. Et aussi, dans le même cadre, l'État a subventionné à 80% donc, la réalisation du self-restaurant de l'école élémentaire. Pour 2022, la commune a inscrit le projet de rénovation de la salle Granger au contrat de relance et de transition écologique de Perpignan Méditerranée Métropole. L'État stabilise pour la deuxième année le niveau de versement de la dotation globale de fonctionnement à 180 368. Depuis l'année dernière, pour rappel, la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes ne la perçoivent plus et le versement de la part départementale sur la taxe foncière et sur les propriétés bâties par un mécanisme de correction qui compense la taxe d'habitation pour assurer l'équilibre de la réforme de l'euro à l'euro. Le taux de la taxe foncière est donc maintenu à 43,36 €. Il n'a pas bougé, aucune évolution, ce qui correspond au taux communal de 23,26, plus le taux du conseil départemental de 20,10. La commune peut compter sur une bonne dynamique d'évolution de ses bases fiscales, avec un produit attendu à 1 455 299 €, en hausse de 5,8% par rapport à 2021, sans augmentation des taux. Le niveau d'encaissement des recettes des régies communales devrait être en hausse en 2022 du fait de l'ouverture des écoles des services périscolaires et de la reprise de la délocation des salles communales. La commune percevra un montant de taxes d'aménagement stabilisé à 41 000 €, ainsi que la part du projet urbain partenarial, c'est-à-dire le PUP, de la Fonte d'Elzors pour 46 850 €. A noter qu'après le versement du fonds de compensation de la TVA exceptionnelle de 2021, qui était à 200 000 €, le montant pour l'année 2022 est évalué à 49 000 €. Ce budget 2022 est réalisé sans augmentation du taux d'imposition
et prend en compte encore les conséquences liées à la situation de la crise sanitaire concernant les dépenses liées notamment aux tests et à la masse salariale nécessaire pour faire face à l'absentéisme des agents concernés par une pathologie Covid-19. Le niveau des charges générales est fixé en hausse de 9,3% par rapport à 2021, notamment du fait des prévisions d'inflation et par l'exécution des activités culturelles et des animations municipales qui n'ont pu avoir lieu les années précédentes. Le budget prévoit un maintien des activités pour la jeunesse, des crédits pour l'ouverture de l'espace ado et un développement des activités de la médiathèque. À noter que le budget pour l'action d'intégration de la nature en ville est mis en priorité pour l'encaissement le plus rapidement possible de la subvention obtenue auprès du conseil départemental. Le budget prend en compte aussi une subvention du centre communal d'action sociale qui est maintenue encore cette année à 20 000 €, rendue nécessaire par l'exercice d'une action sociale sur la commune qui ne peut être mise à la charge du service d'aide à domicile. À noter, entre autres, une hausse du tarif du service d'aide à domicile fixé par le gouvernement à 22 € pour l'année 2022. Le volume financier global des subventions attribuées aux associations et aux écoles est en légère hausse de 4,8% par rapport à une année d'exécution normale. Cela fait suite à 2 années exceptionnelles pour certaines subventions n'ont été attribuées du fait de la situation sanitaire, notamment aux écoles. Le budget prend en compte la consultation d'entreprises en cours concernant les contrats de photocopie et de télésurveillance. Les dépenses des fêtes, cérémonies et réceptions sont maintenues au même niveau que les années d'avant Covid. La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions sous gestion, enfin le RIF7 entre autres, la hausse du SMIC et la revalorisation non connue à ce jour du point d'indice des fonctionnaires qui impactent à la hausse la masse salariale de la commune entre 6 et 9%. À noter la présence d'un conseiller numérique financé en grande partie par l'État, ainsi que le renouvellement de la mise à disposition des policiers municipaux auprès de la commune de Lupia. La masse salariale est actuellement constituée de 82% d'agents statutaires, 18% d'agents contractuels. 73% des agents sont à temps complet, 5% à temps partiel et 22% à temps non complet. L'année 2022 connaît aussi une évolution de service au service GRH et élections avec le départ d'un agent en détachement et son remplacement par un agent contractuel. Le montant du versement de la communauté urbaine de l'attribution de compensation négative s'élève cette année à 146 264, donc en hausse de 5 023 €, correspondant à l'unité de voirie. Les intérêts de la dette pour 2022 se situent à 58 000 € et le capital à 161 000 €. Une annuité en baisse de 16% par rapport à 2021. Compte tenu de la baisse de l'annuité d'emprunt et de l'amélioration de la situation financière de la commune peut envisager la mobilisation d'un emprunt de 300 000 € pour faire face aux dépenses d'investissement, notamment relatives à la mise aux normes de l'espace Ali et aux travaux imprévus de la toiture de la salle Granger. Le financement par subvention extérieure, DETR, CD66, ne concerne au maximum que 82% de la dépense hors taxe. Avec la hausse prévisible des taux d'intérêt liés à l'installation d'une inflation générale, il est préférable d'envisager la mobilisation d'un emprunt pour la part résiduelle des investissements et garder des marges d'autofinancement pour les travaux futurs ou les situations d'instabilité économique que la commune pourra avoir à faire face. La réalisation des travaux de la mise aux normes de l'espace Ali et de la réparation de la toiture de la salle Granger constituent les principales nouvelles dépenses d'investissement de l'année 2022. Donc, Monsieur le maire procède à la présentation du budget primitif de la commune en tenant compte de l'objectif de la commune et de la non-augmentation du taux d'imposition et de maîtrise des dépenses de la commune. Donc, dans le tableau, nous avons en charge générale 607 000 € de prévus, en charge de personnel 1 501 893 893, en atténuation de produits 146 264, les dépenses imprévues, comme ça a été relaté, 70 000 €,
Ce qui nous donne un virement à la section d'investissement de 373 538 €. Les opérations d'ordre entre sections des amortissements de 44 000 €. Les charges de gestion courante de 154 656 €. Et les charges financières de 58 000 €. Des charges exceptionnelles pour un total de 2 950 351,72 €. Donc en face, en recettes, nous avons des recettes de fonctionnement reportées pour 415 474,49 €, des atténuations de charges qui sont le remboursement sur les rémunérations du personnel de 204 400 €, des opérations de transfert entre sections, des produits de service pour 163 490,23 €, des impôts et taxes pour 1 650 813 €, les dotations et participations pour 465 174 €, les autres produits de gestion pour 19 000 € et les produits exceptionnels pour 1 000 €. Donc on arrive à un total en balance de 2 j'y arriverai, 950 351,72 €. Du côté des investissements, on a le solde en dépenses, on a le solde N-1 à 106 566 €. Les opérations d'ordre entre sections donc de 40 000 €. Le montant du remboursement des emprunts et dettes à 161 000 €. Les immobilisations corporelles à 68 047 € et les immobilisations corporelles à 90 000 €. Les immobilisations en cours, donc les travaux, pour 689 325 €. Donc pour un montant total d'1 275 680,06 €. Donc de l'autre côté, du côté des recettes, on a donc le virement de la section fonctionnement pour un montant de 373 358 €. Les opérations de transfert entre sections pour 40 000 €. Les dotations fonds divers et réserves pour 130 601 € et les subventions d'investissement pour 243 934,71 €. Et donc la ligne d'emprunt à 300 000 € pour un total d'1 275 680,06 €. Donc c'est des questions. Oui. Non. Oui. Des questions? Vous avez aussi le tableau avec le détail. Il y a le tableau avec le détail. Le détail par chapitre. Si vous voulez qu'on y revienne ou qu'on détaille. Non, c'est pas la peine. Non. On regardera. D'accord. Et après, éventuellement, on posera les questions sans vouloir déranger. Il faut voter. Marc, si on donnait l'impression que vous dérangez, ça veut dire qu'on... Ah bon? Non, parce que j'allais dire, ça veut dire qu'on écoute les questions par rapport à un moment où on disait à Madame Dupin, arrêtez de poser des questions. Voilà, c'est tout. Je fais référence au bon passé. Hein, voilà. C'est pas ça. Vous étiez absent lors d'un petit échange, là. D'accord. Je me suis amusé à dire. Non, mais ça ne dérange pas les questions. Hein? Ça ne dérange pas. Donc, pas de questions sur le budget primitif. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, budget primitif voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 12, le taux d'imposition 2022. Donc, je continue. Oui, je continue. Oui, non, je peux le dire. Vas-y, vas-y. Alors, compte tenu des besoins budgétaires et conformément aux engagements de la municipalité, Monsieur le maire proposera de ne pas augmenter le taux d'imposition 2022 et de le maintenir au même niveau que pour l'année 2021. Donc, pour rappel, pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d'habitation a été définitivement supprimée en 2020 et pour les 20% restants, l'allègement sera de 65% en 2022. Comme l'année dernière, la taxe d'habitation de Ponteyanis donc est à 43,36%, ce qui correspond au taux communal de 23,26 et le taux départemental à 20,10.
Et donc, nous avons donc une taxe foncière bâtie avec des bases à 2429 €, avec le taux de 43,36, qui nous donne un produit d'1 053 214 €. Et sur la taxe foncière non bâtie, des bases à 114 800 €, pour un taux à 46,21 % et pour un produit, donc une recette de 53 049. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 13, on l'a évoqué tout à l'heure, le contrat de prêt pour un emprunt auprès de la Caisse d'épargne. Je le présente? Oui, vas-y. Donc, pour les besoins de financement du budget primitif 2022, il est opportun, M. Hanol vous l'a dit tout à l'heure, de recourir à un emprunt d'un montant de 300 000 €. Une consultation a été faite auprès des organismes. Donc, en l'occurrence, nous avons consulté 2 organismes. Et donc, je vous propose de prendre connaissance et d'engager l'offre de financement auprès de la Caisse d'épargne pour 300 000 €. Vous avez la durée du prêt, le taux et le montant des annuités. Voilà. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que, alors si on regarde un peu plus finement nos besoins et l'objet de ce prêt, nous aurions pu ne pas faire cet emprunt. Il est vrai qu'il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si Didier l'a évoqué au moment du compte administratif, mais il y a un emprunt qui se termine cette année, il y en a 2 qui se terminent dans les 2 ans à venir. Donc, c'est ce qui nous a permis de voir cette possibilité-là. Et la deuxième chose, c'est ces travaux imprévus de la toiture de la salle Granger, avec cette difficulté d'engager les travaux de suite, sans avoir encore même une notification sur d'éventuelles subventions. Parce que si nous avions eu une notification, nous aurions pu faire un pré-relais. Nous n'avons pas de notification, nous n'avons pas de subvention. Donc à ce jour, la gestion prudente, c'est de faire un emprunt, surtout au taux actuel, je dirais, puisque nous avons saisi un taux très intéressant qui n'est déjà peut-être plus le même demain. Hein, je veux dire, c'est vraiment, les taux repartent à la hausse. Donc, ce qui veut dire que cette opportunité nous permet d'engager les travaux. Je crois que les travaux de la toiture de la salle Granger, c'est 250 000 €. Voilà, donc, c'est quasiment le montant de l'emprunt. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point 13? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point 13? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 14, maintenant que Lucie est arrivée, on va pouvoir procéder au vote des subventions aux associations. Je vous rappelle que les élus qui siègent dans un bureau associatif, qui ont une fonction de direction, doivent quitter la salle au moment du vote. Donc préparez-vous, vous êtes quelques-uns, ça va faire des allers-retours, mais nous sommes obligés de procéder comme ça. Donc voilà, donc Lucie, je te laisse procéder. Alors on va y aller doucement, association par association, sur la somme qu'on propose au vote, parce que comme ça permet aux gens qui doivent éventuellement sortir de le faire et de revenir. Voilà. Donc le foyer rural, il est sorti. Oui. Alors foyer rural, 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut rappeler Maxime. L'amicale des sapeurs-pompiers. Il n'y a personne? Non. 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. ACA Ponteganils. La chasse. La chasse. 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les anciens combattants. 250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le comité des fêtes de Nice, on va le laisser sortir. Donc, comité des fêtes de Nice, 1 700 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Attends. Rugby club. Non, mais attends, ressort 2 minutes, passe le RCP, comme ça on ne fait pas revenir et repartir l'ex qui est dans les 2 bureaux. Passe le RCP. Donc le RCP, 5 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Voilà, là il peut rentrer. Là, il peut rentrer. Attends, Badou, ne t'en vas pas de suite. Il y en a deux avant toi. On fait passer le RST. Si. Mais attends, mais on en a passé deux. Ouais, c'est quand même... Voilà. Comme il était... Comme il était dehors, on l'a fermé. Voilà. Il y a le rugby club de l'Aspre. Rugby club. 800 Ça, c'est €. l'école de rugby. Hein. Ça, c'est l'école de rugby, ouais. Voilà, donc l'école de rugby, 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, Ponteia Yoga. Donc Ponteia Yoga, 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stop. Attends. Non, 2 secondes. On passe éco-nature, parce que comme ça, Jocelyne ne revient pas. Ben oui, attends, pour éviter des allers-retours. Moi, comme je suis, moi, là, t'es discipliné, moi. Alors, éco-nature, par contre, il y a une erreur dans l'intitulé, ça n'est pas un collectif, c'est une association, donc c'est Éco-nature 66. On modifiera l'intitulé. Donc Éco-nature 66, 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah, on peut revenir au bowling club. Voilà. On peut rappeler Jocelyne et Marie-Hélène. Oui, allez. Donc le bowling club de Ponteia, 1250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut le rappeler. Badou. Ah ben Je suis encore dans le sens du Covid. Alors le phénix de Gendre, 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Aurore qui sort. Aurore Équitation Nils, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les Sockers de Ponteia, Nils. Non, il n'est pas là, Eric. 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. SDC rythmique, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le Djambala Ya Country Club, 500 €. Si je peux me permettre, ça fait plusieurs années qu'ils disent qu'il ne s'appelle plus Jambalaya Country Club. Donc le Jambalaya Club. D'accord. Donc le Jambalaya Club, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc Éco-nature, on a passé. À tout cœur, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Non mais passe-le à la fin. On le passera à la fin. Objectif image, 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors l'UNRPA, 350 € qui est contre, qui s'abstient. Merci. Rappelez Thérèse. Monsieur Jaubert est sorti pour les aînés ruraux. Alors les aînés ruraux, 700 €, qui est contre, qui s'abstient. Merci. J'aime la couture, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les amis de la Biblie, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le printemps de l'Aspre, 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Kalinounou, 250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Implicat, c'est C'est l'association l'association des parents d'élèves de la Bressole. Implicat, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Alors, Lucie, tu peux sortir, je on va passer le aussi au street ban, et après, Alexandre nous parlera des subventions aux 2 écoles. Oui. Alors, pour le Roussillou Street Ban, 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On peut rappeler Lucie. Et pour l'école élémentaire, pour les soutiens au projet des 2 écoles, je laisse Alexandre vous en parler. Alors, le projet au soutien des 2 écoles, donc l'école élémentaire de l'Opposule, 7 classes ont proposé un projet pédagogique par classe et ont sollicité une subvention de la mairie à hauteur de 6 000 € pour l'ensemble des 7 classes, à savoir qu'il y a, depuis 2020, il n'y a aucune subvention qui a été versée à l'école de l'Opposule, puisqu'avec la crise sanitaire, ils n'ont pas fait de sortie. Et pareil pour l'école maternelle où il reste 3 classes, il y en a une qui a fermé. Donc ils ont sollicité pour leur projet pédagogique aussi et leur sortie de fin d'année une subvention de 1 000 € qui n'avait pas été versée non plus l'année dernière, mais par contre la municipalité, à titre de rappel, avait contribué quand même à des petites sorties ponctuelles du style pour les écoles élémentaires au niveau du ski, que la mairie avait participé, excusez-moi, à la part un petit peu de sortie pour les enfants au niveau du ski qui était à hauteur de 20 € par enfant. Et on avait participé aussi à l'école maternelle pour le jardin exotique où on avait fait une petite subvention exceptionnelle pour pouvoir inscrire les enfants pour la visite du jardin exotique. Alors pour l'école maternelle, je tiens à préciser que Madame Menuet, qui a été absente pour raison de Covid, ne nous a pas fourni un dossier finalisé. Mais nous attribuons tout de même 1 000 €, mais nous la rassurons, en fonction de ses projets et en fonction des besoins par rapport aux classes, nous serons prêts éventuellement, si les projets étaient plus hauts, à revoir cette somme dans une décision modificative dans un prochain conseil municipal. Mais là, dans l'urgence, on était obligé de mettre une somme. Voilà. Donc sur les 2 soutiens au projet aux écoles, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Dans le même ordre d'idées, nous allons procéder comme nous l'avons fait l'année dernière, à une subvention au CCAS, au Centre communal d'action sociale. Donc en 2021, le Centre communal d'action sociale avec le service d'aide à domicile ont été encore très impactés par la crise sanitaire. Avec le soutien financier de la commune et des actions de gestion, après plusieurs exercices à la baisse, le CCAS a stabilisé son résultat financier à plus 21 898,32 €. Compte tenu de la situation actuelle et des actions menées par les services du CCAS dans des missions qui ne sont pas liées au service d'aide à domicile, évidemment comme par exemple les dossiers de logements sociaux, etc., il est proposé au conseil municipal de renouveler la subvention d'équilibre à hauteur de 20 000 € au budget 2022, comme nous l'avons fait en 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions diverses? Est-ce que certains veulent apporter des informations sur des projets en cours? Oui. J'aurais voulu mettre un petit mot là sur les défibrillateurs qui vont être mis en place, qui est une obligation depuis 2022. 1er janvier 2022, il y avait un marché qui avait été passé avec le pôle Grand Ouest, et ce marché a été abandonné complètement, donc c'est la mairie qui a charge de chaque mairie de se débrouiller. Donc on a repris un petit peu les anciennes installations qui étaient mises, donc monsieur le maire a donné ses points au niveau des défibrillateurs. Donc 3 défibrillateurs vont être à l'achat pour la commune prochainement. Et on prendra, dans la mesure du possible, le fournisseur qui fait ceux du conseil départemental. Ça nous évitera d'avoir plusieurs maintenances au niveau des défibrillateurs. Donc pour mémoire, il y en a un qui sera placé sur la façade de l'école d'Audi, qui prendra, je vais vous faire un dessin, un petit peu tout le tour, le stade, etc. Il y en a un qui sera au boulodrome, qui prendra le boulodrome, la salle du RCP, etc. Donc du rugby. Du rugby. Et il y en aura un qui sera sur la façade côté ateliers municipaux de la salle à lit, qui va drainer celui-là, la mairie, les ateliers municipaux, la salle à lit, etc. Et l'église. Et l'église. Voilà. Et
et en sachant qu'il y en a un qui est installé sur Nix, donc à Nix on n'y touche pas, puisque celui qui est à Nix est sur la façade extérieure au niveau de l'espace Saguardia, qui lui prend en compte l'espace Saguardia et la Bressol, parce que c'est les deux bâtiments qu'on a en ERP, parce que ça ne concerne que les ERP niveau de 5e catégorie. Et on a le défibrillateur qui est sur la façade de l'espace ado, qui, à côté du monument aux morts, qui lui prend l'école de l'oncle Jules et toutes les petites salles qu'il y a autour jusqu'au le foyer rural, le local de la chasse et l'ancien siège juridique, etc. Voilà. Et pour vous informer qu'ils vont être prochainement installés. D'ailleurs, prochainement, on verra. D'autres interventions? Non. Marie-Hélène, un mot sur l'avancée du projet de végétalisation devant le foyer rural, peut-être? Oui, vous avez certainement vu les ferronneries qui ont été installées sur la place, le mur du foyer rural et à distance raisonnable du mur qui se situe derrière le parking, en fait. La semaine prochaine, vous allez voir les agents municipaux qui vont commencer à faire les percées pour avoir les fosses pour planter les plantes, les plantes grimpantes. Donc, ce sont des volubiles qui vont s'installer sur ces supports métalliques. Voilà. C'est la dernière étape de la végétalisation de la place du foyer rural. Hein. Il y a eu les plantations des arbres avec difficulté parce que c'était très compliqué de trouver des endroits où on pouvait faire des fosses pour des arbres un peu conséquents. Il y a eu après l'implantation des massifs au pied des arbres, des 3 arbres implantés. Et enfin, le terminus de cette opération sur cette place, parce qu'il y aura certainement d'autres projets de végétalisation ailleurs, sera donc l'installation de toutes ces plantes grimpantes volubiles. Pour les citer, il y aura des pandobréas, jasminoïdes, des bignonnes, des glycides et des jasmins étoilés. Voilà. Donc on espère que ça va changer un petit peu la physionomie de cette place qui de très minérale va devenir, j'espère, un peu plus végétale. Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure à Niels de la tour à hirondelle, et donc il va y avoir également une tour à hirondelle sur Ponteilla. Oui, alors en fait c'est l'association Econature qui a décidé dans son projet Le Printemps des Hirondelles d'installer des tours à hirondelles sur nos 2 villages. C'est pas pour le plaisir d'installer des tours à hirondelles, c'est dans le souci de sauvegarder ces oiseaux qui ont de plus en plus leur habitat menacé et donc et qui ont un impact non négligeable, comme vous devez tous le savoir, sur la prolifération des moustiques. Donc en fait, on a tout intérêt à sauvegarder et à aider les hirondelles à rester dans notre commune. Donc vous avez certainement vu ce matin une grande fosse qui a été creusée à l'entrée du parc de la mairie. Et une autre fosse identique a été creusée à l'espace des Templiers à Nice. Il va y avoir donc un gros socle en ciment parce que la tour à hirondelle est une tour qui mesure environ 3,50 m de hauteur et on ne peut pas installer des tours comme ça sans être bien sûr qu'elles soient bien amarrées au sol. Voilà. Donc en fait c'est l'association Econature qui a décidé de faire cadeau à la commune de ces 2 tours à hirondelles. C'est un joli cadeau et on espère que les hirondelles vont venir les fréquenter. Monsieur Joubert demande quelle emprise ça a. Alors au sol ou en haut? Non, 3,50 m, je comprends que c'est en hauteur. Je voudrais savoir le diamètre. Si l'emprise au sol, c'est à peu près 2 mètres sur 2 mètres. C'est un carré. Oui. C'est un carré, voilà. Mais en haut, c'est un peu moins ou un peu plus que l'emprise au sol? La grandeur de la structure en bois? À peu près pareil. À peu près pareil. Et donc en fait, il a été fabriqué des nids à hirondelles lors d'un atelier d'Econature avec des grillages et de l'argile pour
et c'est né à Hirondelle une fois serre, ont été récupérés par le menuisier qui construit les tours et vont être fixés donc sur le chapiteau. Voilà. Et donc après, les hirondelles vont pouvoir... Merci à l'association Éconature parce que c'est un projet qui va apporter un plus à la commune et pour lequel ils ont obtenu des subventions et dont ils font cadeau. Donc c'est vraiment un beau projet. Et si je peux terminer sur les projets d'Éconature pour aider l'implantation des oiseaux et la sauvegarde des oiseaux dans la commune, il y a plusieurs nichoirs à oiseaux qui ont été installés sur les arbres de la commune, dans le parc de la mairie, au Boulotron. Il va y en avoir encore d'autres demain après-midi. Tout ça pour favoriser l'implantation des mésanges notamment, qui aident à la lutte contre les chenilles processionnaires. Voilà. Et des moustiques aussi. Je vous remercie. Moi, je voudrais rajouter un mot sur les travaux de l'avenue Jonker, qui, je remercie les riverains parce que ces travaux ont pris du retard. Je les remercie pour leur compréhension. Donc, des retards qui ne nous incombent pas, hein, dus à différents phénomènes, à différentes lenteurs administratives, etc. Ils vont reprendre et ils devraient être terminés avant l'été, si tout se passe bien, au niveau du cheminement des différentes phases menées par Perpignan Méditerranée Métropole. Donc l'avenue Jonker devrait être terminée. Sur l'avenue de la Gare, nous avons ces jours-ci enlevé un container, une colonne enterrée de récupération des ordures ménagères qui posait des problèmes récurrents d'odeur, qui a été remplacée par une colonne hors sol. Et nous espérons que cela apportera satisfaction. Que dire d'autre? Oui, dire que les animations reprennent. Il y a eu samedi le carnaval de Nils. Il y a prochainement les Sockers qui font leurs 20 ans. Il y a la chorale qui va faire le Gottschalkshaus. Il y a le printemps de l'Aspre qui aura lieu le 30 avril, c'est ça, Lucie, à l'espace Simonali. Toutes les informations vous seront transmises. La fête du Rosaire qui, je l'espère, s'annonce normale les 14 et 15 mai. Et il y aura aussi la Cyclo 66, course d'envergure en partenariat avec Perpignan Méditerranée Métropole qui va passer par Nils et Ponteilla le 30 avril au matin. Donc ce parcours, je n'ai plus en tête le nombre de kilomètres, etc., vous pouvez le trouver sur le site de PMM ou sur la Cyclo 66, est une course qui s'inscrit dans un process qui s'appelle Grand Fundo. Alors, je ne suis pas un spécialiste, moi, du cyclisme, hein, mais apparemment qui va attirer du monde. Il y aura beaucoup de participants, beaucoup de public. Et donc, le matin du 30 avril, il sera intéressant d'être dans la traversée de Nils ou dans la traversée de Ponteilla. Voilà. Le 8 mai, au moment du dépôt de gerbes du 8 mai, nous couplerons différentes choses. Vous recevrez... les élus recevront une invitation. Au moment du dépôt de gerbes du 8 mai, nous procéderons à l'inauguration de la tour à Hirondelle, nous procéderons à l'inauguration de la rue Maurice Maria, derrière le cimetière, que nous avons baptisé et que nous n'avons pas pu inaugurer. Nous procéderons à l'inauguration des noms des deux cimetières et des allées du cimetière, puisqu'on l'avait passé en conseil municipal. Chaque allée va porter un nom. Et nous procéderons aussi, je l'espère, à la mise en place des premières photos pérennes issues du projet Ponteilla d'antan mené par des jeunes de la commune via le foyer rural qui ont été primés, labellisés au niveau national par la mutualité sociale agricole. Et donc les photos qui sont en mairie se verront apporter une légende et certaines de ces photos vont être reproduites en format qui pourront être à l'extérieur dans le village. Et j'espère que le 8 mai, enfin, on met tout en œuvre pour que le 8 mai, on puisse avoir des photos à inaugurer en même temps, en quelque sorte, pour un peu faire un clin d'œil à ces jeunes qui ont porté un beau projet pour la commune. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de... Oui, moi. Oui. Désolé. Je suis un ancien agriculteur. L'avenue de la Gare, il y a 40 ans que j'y suis. Oui. J'ai jamais eu un accident, il n'y a rien. Par contre, alors j'ai un tas de gens qui me disent, de la profession, qui me disent comment on va faire pendant les vendanges avec tous ces ralentisseurs. Et c'est vrai, hein, finalement, les vignerons de Troyes se viennent à Ponteilla, ceux
de commerce vient à compter. Quelle est aujourd'hui, malheureusement, M. Joubert, quelle est la commune qui ne possède pas de ralentisseur? Quel est le viticulteur qui peut dire je traverse la commune sans avoir un ralentisseur? On est face à... Je vais finir. Pardon. Je comprends très bien qu'il puisse y en avoir à l'intérieur du village, à l'entrée du village, même ici. Mais il y en a deux quand même. La difficulté... J'entends davantage de bruit maintenant qu'avant. La difficulté, c'est qu'un projet de longue date, imaginé par un ancien maire qui aurait été suivi par mon équipe, était d'aménager une piste cyclable du village jusqu'à la gare. L'aménagement de cette piste cyclable aurait pu se faire sur le côté droit, sur un terrain qui, je crois, vous appartenait à votre famille. Entre-temps, ce terrain a été loti. Ça a été le choix. Non, c'est pas entre-temps. Je suis désolé parce qu'il y a eu une réunion. Moi, j'ai proposé, plutôt que de partir quand on va direction la gare, plutôt de partir sur la droite, de partir carrément sur la gauche. Et sur la gauche, moi, j'étais prêt à donner du terrain pour faire carrément une piste pour piétons. Ah ben, je suis heureux de l'entendre. Donc, on peut récupérer du terrain sur la gauche et faire une piste cyclable, alors. Sur la gauche, vous pouvez... Ah, ça, là, c'est une voie partagée, oui. Je vous assure. Et en réunion, M. Puig, il était en réunion, je l'ai dit ça. Je l'ai dit, moi, je ne comprends pas. Devoir racler, parce que finalement, quand vous raclez sur la droite, vous fragilisez la partie de droite. Il vaut mieux partir sur la gauche et faire une piste cyclable. Mais si vous voulez, je crois que là on est filmé, on est entendu, mais je vous garantis que si vous voulez la faire sur la gauche, quand on part direction la gare, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, l'embêtant, c'est que c'est inondable. De quoi? La partie gauche. Oui, mais non, la partie gauche, monsieur le conseiller, la partie gauche, il y a un fossé, il y a une lagune. Bon, toute l'eau se déverse dans cette lagune. Bon, le tout, c'est de déplacer la lagune ou de puiser la lagune, je ne sais pas. Mais il y a des projets, on ne va pas les lancer comme ça, il faut les penser. Mais je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que j'avais des terrains à côté et que c'est moi qui ai plus ou moins retardé la chose. Pas non, je n'ai pas dit retarder la chose, j'ai dit juste que l'idée, le projet de l'aménagement de cette avenue, c'est de sécuriser les vélos en particulier, mais aussi les piétons qui sont nombreux à se promener sur cette route, on le sait. Les piétons qui se promènent, qui s'assoient sur le banc. Donc, mais effectivement, c'est aussi sécuriser les vélos qui vont du village rejoindre la piste cyclable existante. Donc, l'aménagement d'une piste cyclable eût été l'idéal. Bon, effectivement, sur le côté droit, ça ne peut pas se faire aujourd'hui. J'entends que sur le côté gauche, on peut réfléchir à un projet, je l'entends. Nous verrons avec les services de PMM qui ont la compétence piste cyclable comment on peut avoir des financements pour réfléchir à ça dans les années à venir pour relier le village à la piste cyclable. Il y a vos terrains, mais il n'y a pas que vos terrains, M. Joubert. Il y en a en aval et il y en a en amont. Je n'ai pas dit qu'il y avait que moi. Tout à fait, non, mais c'est pour ça que je dis, nous réfléchirons à ce projet. En tout cas, ma famille qui a mis un frein à la chose. Non, j'ai juste dit, pas mis un frein, j'ai juste dit que nous avions cherché une solution différente et que la solution différente pour sécuriser les piétons et les vélos, c'était de faire ralentir. Faire ralentir, c'était malheureusement, nous étions obligés de passer par des ralentisseurs. Au début, nous avions pensé à mettre des chicanes. Les chicanes, il ne faut pas rêver. S'il y a les chicanes sans les ralentisseurs, on l'a vu, on l'a testé, les gens ne ralentissent pas. Ils passent en zigzag, ils passent à 80 km/h, ça n'a aucune efficacité. Les ralentisseurs, effectivement, ceux qui sont là peuvent le dire, quand nous nous sommes posés, on l'a dit, ça va poser un souci aux viticulteurs. C'est vrai. C'est logique que je le dise. C'est vrai, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, mais effectivement... Sur un tracteur, il n'y a pas de suspension, vous avez une remorque pour charger, et que vous avez des ralentisseurs comme ça, il y en a, c'est vrai, à l'entrée des villages. Après la proposition, la solution alternative, effectivement, c'est que le viticulteur qui est gêné par ces ralentisseurs fasse le tour par la route du Soleil, et à ce moment-là, il n'en rencontre qu'un seul. Et le problème, c'est... En même temps, nous allons avoir, à moyen terme, on l'a déjà évoqué, le secteur avenue de la Gare, avenue Jonker, avenue de la Gare qui est déjà en sens unique, avenue Jonker va être en sens unique. D'accord? Donc ça va quand même, à un moment donné, limiter les flux dans un sens ou dans l'autre. Ça va... Et tout le quartier, suite à une étude qui avait été menée par un stagiaire en urbanisme, tout le quartier peut devenir, à un moment donné, aussi en sens unique, avec les différentes rues parallèles. Donc, est-ce que
la circulation des tracteurs est aussi pertinente sur ces avenues-là. Bon, je sais que ça dure comme moi, que les vendanges c'est court. Bon, les ralentisseurs, il y en a combien? Il y en a 3. Il y en a 3 de ralentisseurs. Non, c'est surtout les 2 derniers. Hein. Ouais. Moi, je vous parle des 2 derniers. Et on en arrive à un point où finalement les gens qui ont le droit de se promener, hein, ils ont le droit de se promener. Et ils se promènent, mais ils prennent toute la largeur de la route. Et il y a même maintenant, il y a des gens qui se garent avenue de la gare au niveau des sénatrices. Voilà. On ne peut pas dire autre chose. Je ne dirais pas que c'est un contrôle d'identité, mais c'est presque une zone à contrôle d'identité. Voilà. Donc, je me permets simplement de le dire. Et c'est ce que moi je pense, et c'est surtout ce que les autres me remontent. Ouais. Et je suis désolé, lors de la réunion où il y avait les agriculteurs, on a parlé d'un tas de choses. Et on n'a pas évoqué ça, oui. C'est vrai. Ouais. Mais je comprends le problème hein, que les gens me disent. Mais je vous signale, hein, les gens, actuellement, ils vont peut-être moins vite, mais quand on a un Casteil qui vous parle des hirondelles, des oiseaux, tout ça, dites-vous bien que chaque fois qu'un véhicule s'arrête, il faut qu'il redémarre. Et comme la plupart du temps, ici en France, c'est celui qui monte qu'on fait arrêter, quand il redémarre, on en envoie plus que celui qui devrait démarrer en descendant. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, enfin, soit. D'autres interventions? Non? Bon, bien écoutez, je vous remercie et nous pouvons clôturer la séance. Pensez à signer, c'est d'autant plus important là quand il s'agit du compte administratif du budget primitif. Pensez à signer avant de quitter la salle. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous et bonne soirée.